Je ne vois plus M. le maire. Hein? Simplement vous mentionner, c'est normal que vous ayez le bouton, en fait, là, que vous n'ayez pas le micro pour l'instant. Vous avez accès aux caméras. On va attendre M. le maire. Il était là il y a 30 secondes. Il y a peut-être eu un petit problème technique. C'est lui qui va commencer pour la présidence de la séance de l'Assemblée de ce soir. Donc, ça ne sera pas bien long. Ça devrait commencer dans un instant. Peut-être pour les citoyens qui sont présents, le déroulement de la séance de la période de questions va se dérouler comme suit. Donc, toutes les questions qui ont été reçues avant 15 heures cet après-midi vont être lues et répondues. Par la suite, s'il y a d'autres questions, les gens devront lever la main, soit physiquement ou avec la petite main qui est disponible sur Zoom pour pouvoir poser des questions au conseil. Moi, je vais vous permettre, là, j'aime pas utiliser l'anglicisme, là, mais je vais vous redonner le micro. Vous allez poser votre question, puis le maire va répondre ou demandera à quelqu'un de répondre à la question. Donc, Monsieur Morin, est-ce que Monsieur le maire est revenu? Non, vous ne l'avez pas? Je l'admets à l'instant dans la Parfait. salle. Merci. M'entendez-vous? Oui. Oui. On vous entend, M. le maire. On ne vous voit pas. OK. Ah, je suis Bon. revenu. Voilà. Il y a comme des mystères de la vie qui fait ça, hein? Désolé. Je suis vraiment désolé. Tout a disparu dans un coup sec. Quand vous êtes prête, M. le maire. Ah, bon, ben, tout le monde est là? Oui, et puis les citoyens ont déjà été informés. Les citoyens qui sont présents ont déjà été informés du modus operandi pour la séance de la période de questions. Merci beaucoup. Merci, M. Morin. Eh bien, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 janvier 2022. Ils sont présents ici aujourd'hui en Zoom, en fait, Mme Annie Bélanger, conseillère au siège numéro 1, M. Émilien Coton, conseiller au siège numéro 2, Mme Sonia Bruno, conseillère au siège numéro 3, Mme Stéphanie Drainville, conseillère au siège numéro 4, M. Martin Coulombe, conseiller au siège numéro 5, et M. Luc Lefebvre, conseiller au siège numéro 6, et notre directeur général et secrétaire trésorier, M. Philippe Morin. Monsieur le maire. Je déclare maintenant à titre de président de l'Assemblée et à titre de où M. le directeur général et secrétaire trésorier agit à titre de secrétaire d'Assemblée. Après vérification du quorum, la séance est levée.
Est ouverte. Est ouverte, oui. Avant de débuter la séance du conseil municipal, j'aimerais que nous prenions un moment de silence afin de nous recueillir en hommage à Mme Manon Ritchie, qui est décédée le 30 décembre dernier. Mme Ritchie était une employée du parc des Chutes de Mont-à-Peine et des Dalles. Elle était appréciée de tous ses collègues ainsi que les habitués du parc. Les membres du conseil municipal ainsi que l'équipe de la municipalité se joignent à moi pour transmettre à la famille, aux amis et aux collègues de Mme Ritchie nos plus sincères condoléances. Maintenant, si vous voulez bien, observons quelques moments de silence, s'il vous plaît. Nous allons procéder au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que le conseil municipal adopte l'ordre du jour tel que proposé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Excusez, monsieur le maire. Oui. Juste pour que ça fonctionne mieux, juste demander à monsieur Morin d'ouvrir les micros des conseillers Émilien et Sonia. C'est bien? Oui. On y va avec le point 3. Le point 3.1. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et de la séance d'ajournement du 22 décembre 2021, ainsi que la séance extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2022 tenue le 22 décembre 2021. En considérant que les membres du conseil ont reçu une copie au préalable des procès-verbaux faisant l'objet d'une adoption, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2021, de la séance d'ajournement du 22 décembre 2021, ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 22 décembre 2021 pour l'adoption des prévisions budgétaires 2022. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le point 4, l'administration générale. Le point 4.1, règlement numéro 567-4, modifiant le règlement 567 relatif au traitement des élus municipaux. C'est pour un avis de motion. Alors, moi, conseiller Émilien Coton, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 567-4, modifiant le règlement numéro 567 relatif au traitement des élus municipaux. C'est bien. Le point 4.2, le règlement numéro 567-4, modifiant le règlement 567 relatif au traitement des élus municipaux. C'est pour un dépôt du projet de règlement. Alors, moi, conseiller Émilien Coton, je dépose le projet du règlement numéro 567-4, modifiant le règlement 567 relatif au traitement des élus municipaux. Merci. Le point 4.3, Québec municipal, le service Internet, renouvellement de 2022-2023. Considérant que l'adhésion de la municipalité au service Internet de Québec municipal viendra à échéance le 30 avril 2022, considérant que l'adhésion annuelle offre plusieurs avantages, dont l'accès à un bulletin d'information quotidien, la publication d'offres d'emploi, la recherche et consultation d'articles, la publication d'événements au calendrier, ainsi que le partage de connaissances par le biais des forums de discussion. En conséquence, je propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la municipalité pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 au coût de 540 $ plus taxes applicables. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Le point 4.4, Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Matawini, pour le budget 2022, c'est pour une adoption. Alors, considérant que la Société d'habitation du Québec nous dépose le budget 2022 de l'Office municipal d'habitation de Matawini, lequel est daté du 1er décembre 2021, et considérant que le budget 2022 approuvé par la SHQ
indique une contribution financière de 3 875 $ pour la municipalité. Et considérant qu'il est requis d'approuver le budget 2022 par résolution et de transmettre copie de celle-ci à la Société d'habitation du Québec, je propose donc d'adopter les prévisions budgétaires 2022 telles que déposées et approuvées par la Société d'habitation du Québec, et ce, en date du 1er décembre 2021, ainsi que d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le point 4.5 maintenant. Le règlement d'emprunt numéro 586, décrétant une dépense de 5 435 878 $ et un emprunt de 5 435 878 $ pour le projet de construction d'une caserne incendie. C'est pour un avis de motion. Alors, je, Annie Bélanger, conseillère, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 586 décrétant une dépense de 5 435 878 et un emprunt de 5 435 878 pour le projet de construction d'une caserne incendie. Merci. Le point 4.6 maintenant, le règlement d'emprunt numéro 586 décrétant une dépense de 5 435 878 et un emprunt de 5 435 878 pour le projet de construction d'une caserne incendie. C'est pour le projet de règlement. Alors, par la présente, je dépose le projet de règlement numéro 586 décrétant une dépense de 5 435 878 et un emprunt de 5 435 878 pour le projet de construction d'une caserne incendie. Merci. Le point 4.7 maintenant. Le règlement numéro 587 indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus et l'UE municipaux pour un avis de motion. Je, Martin Coulombe, conseiller municipal, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 587 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Maintenant, le point 4.8. Le règlement numéro 587 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. C'est pour le projet de règlement maintenant. Il est par la présente déposé par moi-même le projet de règlement numéro 587 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Le point 4.9 maintenant. La liste des donateurs et rapports de dépenses pour les élections municipales 2021, c'est pour le dépôt qui va être fait par notre directeur général. Je, Philippe Morin, directeur général et secrétaire trésorier, dépose la liste des donateurs et rapports de dépenses pour les candidats aux élections municipales 2021, ci-après énumérés. C'est ça, conformément à l'article 513.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui stipule que toute personne qui a posé sa candidature lors d'une élection à un poste de membre du conseil d'une municipalité de moins de 5 000 habitants doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin de cette élection, transmettre au trésorier de sa municipalité la liste des personnes physiques qui lui ont fait, en vue de favoriser son élection, le don en argent de plus de 50 $ ou de plusieurs sommes dont le total est supérieur à la somme de 50 $. Donc, M. Sylvain Roberge, Mme Annie Bélanger, M. Émilien Coton, Mme Sonia Bruno, Mme Stéphanie Drainville, M. Martin Coulombe, M. Luc Lefebvre, M. Claude Chaput, M. Johnny Martel, M. François Fleury, M. Franz Williams Baudin, Mme Cybèle Légère, Mme Sophie Latendresse et M. Daniel Soucy. Donc, je déclare que les 10 rapports seront transmis au directeur général des élections du Québec. Seulement, j'ai terminé. Merci, M. le directeur. Le point 4.10 maintenant. L'appropriation d'une somme de 70 676 $, ça disponible au règlement d'emprunt fermé numéro 573, Édouard Durand, c'est pour l'exercice financier 2022. Alors, considérant la résolution numéro 210-242, adoptant le règlement d'emprunt numéro 530-1, afin de procéder à un emprunt de 3 760 000 $ pour effectuer des travaux de réfection d'infrastructures sur la rue Sainte-Louise,
Considérant l'échéance des subventions gouvernementales couvrant les remboursements en capital et intérêts de ce prêt, considérant que des soldes de règlement d'emprunt sont disponibles et que ceux-ci visent les mêmes immeubles taxés que le règlement numéro 530-1, considérant qu'il n'y a pas lieu de taxer davantage des immeubles assujettis alors que des revenus de taxation sont disponibles, en conséquence, je propose de procéder à l'appropriation d'un montant de 70 767 $ provenant du solde disponible du règlement d'emprunt numéro 573 relatif à la réfection d'infrastructures sur les rues Édouard et Durand, d'affecter ce montant à l'exercice financier 2022 et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, je voudrais juste qu'on vérifie par contre, peut-être, Monsieur le directeur général, dans le titre, le montant n'est pas tout à fait le même. Il y a 70 676, puis dans la résolution, on a 70 767. Je me demandais juste lequel était le bon, juste pour qu'on ait les mêmes montants. Ça va être vérifié, merci. Merci. On va y aller avec le point 5. Monsieur le directeur, le dépôt de la correspondance, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Point numéro 1. La MRC de Matawini nous fait parvenir une somme de 3 499 $ provenant des amendes perçues sur le territoire de la municipalité pour le mois de novembre 2021. Point numéro 2. La table des partenaires du développement social de Lanaudière invite les élus, les offices municipaux d'habitation, ainsi que les responsables du dossier d'habitation des démarches territoriales à participer à une rencontre d'information portant sur la mise en place, le fonctionnement et les résultats du service d'aide à la recherche de logements implanté dans le sud de Lanaudière. Cette rencontre, sous forme virtuelle, aura lieu le jeudi 20 janvier à 13h30. Point numéro 3. Selon le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la municipalité recevra pour l'année 2021 une somme de 56 448,86 $. Le calcul de la subvention repose sur la performance de notre municipalité en regard de la gestion des matières résiduelles résidentielles, industrielles et commerciales et institutionnelles générées sur notre territoire. Point numéro 4. Le ministère de la Sécurité publique informe la municipalité qu'une somme de 66 930,51 $ a été versée au compte bancaire de la municipalité dans le cadre du programme d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Cette somme représente le versement final pour les dommages causés au rang Sainte-Louise-Ouest à la suite d'un glissement de terrain survenu le 29 mai 2014. Le ministère procède donc à la fermeture du dossier. C'est terminé, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Merci beaucoup. Dans le point 6, 6.1, compte pour le mois de décembre 2021, c'est pour une adoption. En considérant que les crédits nécessaires sont disponibles, je propose que les déboursés effectués par la municipalité pour les mois de décembre 2021, tels que rapportés à la liste historique des chèques et définis comme suit, soient acceptés et payés. Déboursés du mois de décembre, 914 228,04 $. Compte à payer du mois de décembre, 9 915,54 $. Sommaire des salaires du mois de décembre, 135 816,52 $, ainsi que d'autoriser le maire et le directeur général, secrétaire trésorier, à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On y va dans le point 7 de sécurité publique, le rapport d'activité des services de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité des incendies a déposé le rapport de ses activités mensuelles, en conséquence, je propose d'accepter les rapports des incendies et des pratiques déposés par le service de sécurité des incendies pour le mois de décembre 2021, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point 7.2, projet de construction d'une caserne incendie, l'autorisation de lancer un appel d'offres pour des services professionnels en architecture.
Considérant que la municipalité souhaite entamer des procédures pour la construction d'une caserne d'incendie, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres afin de solliciter le marché pour des services professionnels en architecture, considérant que l'acceptation de la soumission sera conditionnelle à l'adoption du règlement d'emprunt, à cet effet, ainsi qu'à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de celui-ci. En conséquence, je propose de mandater le directeur général et secrétaire trésorier à solliciter le marché et à procéder à un appel d'offres afin de recevoir des soumissions pour des services professionnels en architecture pour le projet de construction d'une caserne incendie, conditionnellement à ce que les documents de l'appel d'offres prévoient que l'acceptation de la soumission sera conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le MAMACH. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Merci. Le point 8 maintenant, transport, travaux publics et voiries. Le point 8.1, les travaux de réfection et de pavage de divers chemins pour l'année 2022, c'est pour une autorisation de lancer les appels d'offres. Alors, considérant que la municipalité souhaite réaliser au cours de l'année 2022 des travaux de réfection et de pavage pour divers chemins sur son territoire, soit le rang Sainte-Louise-Ouest, la rue des Cèdres du Liban, ainsi que la rue Saint-Louis, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres public afin de solliciter le marché pour la réalisation de ces 10 travaux. Alors, je propose de mandater le directeur général et le secrétaire trésorier à solliciter le marché et à procéder à un appel d'offres public afin de recevoir des soumissions pour des travaux de réfection et de pavage de divers chemins sur son territoire pour l'année 2022. Aussi d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point 8.2 maintenant, demande au ministère des Transports du Québec l'interdiction d'immobiliser un véhicule routier sur le long de la route 131. Alors, considérant que la municipalité reçoit plusieurs plaintes de citoyens relativement à l'immobilisation de véhicules et de véhicules lourds sur la route 131, et considérant que l'immobilisation des véhicules le long de la route 131 aux abords des différents commerces a pour effet de gêner la circulation et d'obstruer la visibilité des usagers de la route. Et considérant que la sécurité des usagers du réseau routier est une priorité pour la municipalité, et considérant que la route 131 est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, alors je propose de demander au ministère des Transports du Québec, la MTQ, d'interdire l'immobilisation d'un véhicule routier le long de la 131 et ce, dans les tronçons urbains et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général, secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, le point 9, hygiène du milieu, il n'y a rien aujourd'hui. Point 10, aménagement non plus. 10.1, permis de construction, dépôt du rapport du mois de décembre. En fait, le dépôt est de 14 permis émis pour une valeur de 452 400 $. Maintenant, le point 10.2, le comité de consultatif en urbanisme, le dépôt du procès de la rencontre qu'il y a eu le 21 décembre. On en prend acte. Les membres du conseil ont pris acte du dépôt du comité consultatif en urbanisme. Maintenant, le point 10.3, une demande de dérogation mineure au 171 route Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Mata pour le lot 6 153 706 pour la demande 05-17-49-3335. Considérant que Mme Déborah Zinn et M. Gilbert Beausoleil déposent une demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation du garage détaché qui est situé en cours avant à 29,34 mètres de la ligne avant au lieu de 30 mètres, ce qui déroge à l'article 4.4.9 du règlement de zonage numéro 502, lequel stipule que lorsque autorisé en cours avant, le bâtiment doit être localisé à plus de 30 mètres de la ligne avant du terrain. Et considérant que cette demande est effectuée conformément aux dispositions du règlement relatif aux dérogations mineures, c'est-à-dire le numéro 507, et considérant que les demandeurs admettent et déclarent ne pas avoir averti le service de l'urbanisme des changements apportés au permis de construction en vertu de l'article 3.2.3 du règlement administratif 501, et considérant que plusieurs inspections
ont eu lieu afin de suivre l'évolution du projet de construction du garage jusqu'à la fermeture du permis. Et considérant l'absence de note interne ou de correspondance de la part du service de l'urbanisme à l'effet que le garage ne respectait pas la demande initiale, et considérant qu'un permis de construction d'un deuxième étage a été émis par la suite, et considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au requérant, et considérant que la demande ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins dans leur droit de propriété, et considérant que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, alors je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure présentée par Mme Zinn et M. Beausoleil afin de régulariser l'implantation du garage détaché situé en cours avant. Voilà, merci. Et d'adopter. Tout est là. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est comme une coupure qui s'est faite. Maintenant, on est rendu au point 11, je crois. 10.4, M. le maire. 10.4. Excusez, ben c'est ça, il manque une page à mon... On va arriver, il manque une page à mon... Ce n'est pas long, j'en ai des procès-verbaux en masse. Pas de problème. OK, le 10.4 maintenant, le règlement numéro 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502, afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de touristes. C'est pour un avis de motion. Alors, je, Martin Coulombe, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement de numéro 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502 afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de tourisme. Merci. Maintenant, le point 10.5, le règlement 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502, afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de tourisme. C'est pour une adoption du premier projet de règlement. Alors, considérant que le règlement de zonage numéro 502 est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata depuis le 7 octobre 1999, date de l'émission du certificat de conformité de la MRC Matawini, considérant que la section 5 du chapitre 6, article 109 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ chapitre A-19.1, permet à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata de modifier son règlement de zonage. Considérant les pouvoirs habilitants se trouvent au 1er, 3e, 4e et 21e alinéa du 2e paragraphe de l'article 115 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, LRQ chapitre A-19.1, fixant les règles concernant la division du territoire en zones et les usages autorisés. Considérant que les pouvoirs habilitants se trouvent au premier alinéa du 2e paragraphe de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ chapitre A-19.1, spécifiant pour chaque zone prévue au règlement de zonage la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de construction ou d'usage, considérant également que ces objets sont susceptibles d'approbation référendaire, considérant que les modifications proposées sont conformes au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, considérant que les modifications apportées semblent conformes aux orientations du document principal ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini, considérant les dispositions de la loi sur les établissements d'hébergement touristique, LRQ chapitre E-14.2, ainsi que le règlement sur les établissements d'hébergement touristique, LRQ chapitre E-14.2 R.1, considérant que les modifications projetées permettent de répondre à des enjeux de cohabitation des usages ainsi qu'à la reconnaissance d'usages déjà reconnus et exercés, considérant que les îlots déstructurés sont des secteurs situés en zone agricole décrétée et qu'ils délimitent souvent une concentration d'usages autres qu'agricoles, considérant que les îlots déstructurés situés sur le territoire de la MRC Matawini sont reconnus par la décision 375 267 de la CPT-AQ, c'est la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, rendue le 2 août 2013, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2022. En conséquence, je propose
d'adopter le premier projet de règlement numéro 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502 afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de tourisme. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, il n'y a rien au point 11 dans loisirs, culture et tourisme, 12 variables non plus. On va procéder tout de suite à la période, au point 13, période de questions. Sur ce point, on a reçu beaucoup de questions. En fait, on a reçu des questions et pour vraiment y aller dans la bonne ordre du questionnement, je vais demander à notre directeur général qui a les questions en main de bien vouloir nous en lire une par une pour qu'on puisse bien les comprendre. Et si moi, il y a des questions techniques au niveau de l'urbanisme que je peux peut-être plus difficilement répondre, je passerai la parole à notre directeur général là, qui va pouvoir m'aider dans ce sens-là. Ça va aller comme ça, monsieur le directeur? Alors, oui, selon ce que le président de l'Assemblée veut, monsieur le maire. On va y aller comme ça. Ça va être plus facile. Donc, les premières questions reçues proviennent de M. Michel Milot. Là, j'ai fait imprimer les questions. Je ne me souviens pas si c'était à titre de représentant de l'Association du Lac Mont-d'Or ou à titre de représentant ou à titre de citoyen. Mais disons que je pense que pour les besoins de la cause, on va considérer que c'est la même personne. Donc, la question numéro 1, lors de la réunion du conseil municipal du 6 décembre 2021, au point 11.9 de l'ordre du jour, demande de permis PIA, plan projet de lotissement, plan image, Québec Inc., André Lessard, etc. Le conseil a approuvé le plan projet de lotissement numéro P1R18, référence 2101-317, daté du 26 octobre 2021, conditionnellement à la cession à la municipalité de 2 milieux humides, hydriques et naturels identifiés à l'annexe D du procès-verbal. Donc, la première question, le promoteur a-t-il accepté la condition de cession, donc sans compensation financière? Ben, il n'y a pas eu tu peux valider, Philippe. J'aime mieux que tu le valides comme il faut, que ce soit clair pour tout le monde. Tu as vraiment les propos en urbanisme. Là. Donc, ce n'est pas vraiment une condition, en fait. Ce n'est pas tellement une condition de cession au sens du règlement de lotissement. Là, puis ça va peut-être répondre à des questions qui sont venues en subséquent. C'est vraiment le conseil qui a décidé d'utiliser son pouvoir discrétionnaire dans le cadre du règlement relatif au PIA et d'inclure cette condition-là. Donc, ce n'est pas parce que la cession en argent pour ce territoire-là a déjà été donnée lors du premier plan projet de lotissement en 2010 ou en 2011 à l'époque. On ne peut pas redemander une somme ou une cession de terrain en vertu des dispositions du règlement de lotissement une deuxième fois pour un même territoire, même s'il y a un nouveau plan projet de lotissement qui est déposé. Donc, la demande est vraiment faite en utilisant le pouvoir discrétionnaire du conseil municipal dans ce dossier-ci. Donc, est-ce que le promoteur n'a pas à refuser ou à accepter? C'est une condition pour qu'on accepte son plan projet de lotissement qu'il nous a déposé. Donc, ce n'est pas une question, est-ce qu'il n'y a pas de tant de négociation ou quoi que ce soit. C'est vraiment le pouvoir discrétionnaire du conseil d'accepter le plan image tel que déposé, conditionnellement à la cession de ces terrains-là. Là, ensuite, la prochaine question, c'est un peu une sous-question. Pour chacun des lots, est-ce que la cession des portions identifiées est faite en application des règles prévues au règlement de lotissement relatives à la cession de terrain pour faire de parc ou d'espace naturel? Bon, on vient de le dire, ça avait été déjà fait une première fois, donc on ne peut pas refaire pour un même territoire une deuxième cession en vertu du règlement de lotissement encore là. On l'a fait en vertu du règlement relatif au PIA. Est-ce que ça va, M. le maire? Oui, allez-y, M. Morin. Bon, la prochaine, si oui, est-ce que la totalité des zones identifiées ou seulement une portion de celles-ci qui sont cédées en vertu de ces règles? Donc, évidemment, ce n'est pas en vertu de ces règles, c'est en vertu d'une identification qui devrait être faite sur le territoire. Je vais répondre à plusieurs questions, je pense, avec celle-là, qui sera fait par un arpenteur et un ou une biologiste mandaté par la municipalité. Donc, pas par le promoteur, pas par une association de lacs, c'est la municipalité qui va faire son arpentage. Donc, le plan
qui est annexé au règlement à l'adoption du plan image, à la résolution 426. C'est un plan préliminaire. Ce qui est important, c'est la protection des bandes riveraines, des cours d'eau qui passent à cet endroit-là et des milieux humides qui sont identifiés, qui seront identifiés par notre biologiste et notre arpenteur. M. Morin, vous avez vraiment répondu à quelques questions en même temps, là, je crois. Oui, il y en a une qui s'adresse, qui est plus politique, M. le maire. Est-ce que je peux vous la lire? Oui, oui. Je pense avoir répondu aux autres qui suivent. Là. Y a-t-il actuellement une négociation entre la Ville et les promoteurs? Et si oui, quel mécanisme est prévu pour assurer à la fois la transparence et la démocratie citoyenne en regard de la résolution adoptée par le Conseil municipal le 6 décembre dernier? Si la Ville veut engager des sommes, quel est le droit de regard des citoyens payeurs de taxes? Dans un premier temps, ce que j'aimerais répondre, puis c'est sûr qu'on a de la misère à discerner, est-ce que c'est une personne ou une association qui demande la question? En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que autant quand on rencontre une personne, autant quand on rencontre une association, on rencontre une personne, on rencontre des promoteurs, qu'on rencontre les personnes qu'on voudrait, je pense qu'on a le secret et la discrétion de vouloir bien garder ce qui s'est dit. Ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que ce n'est pas un jeu de négociation et on ne fait pas de négociation. On n'est pas dans le jeu de négociation. Ce thème-là a été utilisé tantôt. Il n'y a pas de négociation. Je pense qu'il faut être capable d'accepter que l'on peut discuter avec toutes les parties qui sont là. Autant celui qui fait du développement à l'autre bout de notre paroisse, que n'importe qui nous a demandé. Puis je pense que même l'association du Lac-Mont-d'Or, si c'est ça, on a eu des discussions ensemble en Zoom il y a avant les fêtes, je crois. Et je pense que c'est vraiment confidentiel de garder. Il n'y a pas, c'est pas un souci de dire qu'on n'est pas transparent. Moi, ce que je voudrais dire à la population puis à ces personnes-là, que je suis extrêmement transparent, mais je pense que ce que les conseillers et le maire et le directeur général ont, c'est le secret et ce qui se discute là ne doit pas sortir de là. Nous, on n'est pas, ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est qu'on n'est pas en négociation autant avec l'association du Lac-Mont-d'Or que des promoteurs. On est en discussion et quand il y a des décisions à prendre, ben c'est aux élus de prendre des décisions quand vient bon le semble. Mais je crois que c'est extrêmement professionnel de notre part de ne pas se mettre à divulguer les discussions qu'on a avec les personnes dans notre territoire ici à Saint-Jean-de-Mata. Parfait. Une autre question, M. le maire. Oui. L'ancien maire de la municipalité dont l'équipe actuelle se réclame et est en grande partie formée de l'équipe sortante avait invité les citoyens soucieux de la protection de zones écologiques sensibles à se porter acquéreurs des lots usés. Alors que la municipalité semble poursuivre le même objectif par la résolution 2021-426, de quelle manière peut-elle aider un regroupement de citoyens désireux de faire l'acquisition de ces terres pour les protéger? Dans un premier temps, je pense que quand on dit la grande partie formée par l'équipe sortante, là, je voudrais signaler qu'on a vraiment plus que 50% de l'équipe qui a été, on peut les voir, nos nouveaux conseillers qui sont là. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que oui, le maire Rondeau à l'époque était soucieux, puis on est tout le temps soucieux de ça. Je me dis, s'il y a des gens qui veulent se regrouper pour acheter des territoires, bien, moi, je crois que notre conseil n'a rien contre cela. Le regroupement de citoyens, c'est toujours bon. Mais moi, ce que je veux, puis que ce soit clair, je veux qu'on se comprenne d'une chose. On parlait de transparence tantôt, puis ça en est un bon exemple. Un conseil municipal, ça travaille toujours avec des demandes. C'est toujours des demandes qui fait travailler un conseil municipal. Ce qui nourrit un conseil municipal lors des plénières, c'est les demandes. Un conseil municipal, là, quand il reçoit une demande, puis je pense que vous allez comprendre, quand il reçoit une demande, les objectifs du directeur général puis du maire, c'est d'emmener le plus de coordonnées pour que les conseillers qui sont là, que vous voyez devant vous, peuvent prendre la meilleure décision. Dans le cas que, pour revenir à l'acquisition des terres, bien, nous, on n'a jamais eu de demande dans ce sens-là. La journée qu'il y aura une demande dans ce sens-là,
bien, il faudrait y aller avec les coordonnées qu'on a, le budget qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une municipalité, on doit respecter notre budget. Ce que la population nous demande, c'est de respecter le budget. Mais nous, ce qui est important, c'est qu'on travaille avec des demandes. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est qu'à un moment donné, dans une municipalité, il y a des fois qu'on doit dire non, qu'on doit dire oui. Moi, j'ai toujours dit que c'est toujours plus facile de dire à ses enfants tout le temps oui, mais je ne dis pas que c'est non. Ce que je dis, c'est qu'il faut étudier les demandes, puis il faut que les conseillers soient nourris correctement à savoir toutes les coordonnées de ça, que c'est n'importe quelle demande. Mais je pense qu'une municipalité est là pour vivre, puis très bien vivre. Est-ce que l'acquisition des terres, bien, je veux dire, M. Rondeau avait lancé ça et c'est encore ouvert. S'il y a des gens qui veulent acheter des territoires, bien, la municipalité ne peut pas être contre ça, ça c'est évident. C'est pour cette réponse-là, M. Morin. Prochaine question, M. le maire. Les milieux hydriques, humides et hydriques en périphérie du lac Mont-d'Or, sur lesquels se déploie le plan de lotissement, sont de haute valeur écologique et comportent toutes les caractéristiques qui, selon la grille d'analyse applicable, exigent qu'ils soient classés au niveau 1 dans l'ordre de priorité de conservation du PRMHH, donc le programme de revitalisation de protection des milieux humides là, et hydriques qui est fait présentement à la MRC. En fait, qui est en cours d'élaboration par la MRC. Le mot élaboration est important là, ici. Oui. Qu'est-ce que la municipalité entend faire pour protéger ces milieux d'exception et pour s'assurer que ces actions soient cohérentes avec les orientations à venir de la MRC? Bon, mais je pense que c'est au début de cette question-là, ce qu'il faut dire, là, c'est que les gens qui sont un peu à l'affût de ce que les milieux humides, là, en fait, je suis sur le comité de l'aménagement de territoire, puis on travaille là-dessus. Si on regarde le plan d'aménagement des milieux humides et hydrides, si on regarde le plan qui a déjà été pondu, si on veut dire, là, parce que vraiment, la MRC est en cours d'élaboration. Si on regarde ce qui nous concerne, là, vraiment, on ne sait pas encore la question si elle vient de l'Association du lac Mont-d'Or, mais si on regarde ça, je pense que vous allez comprendre facilement, puis le restant de la population aussi va comprendre que le conseil municipal, ce nouveau conseil municipal-là, comme qui a été dit tantôt, a vraiment pris le taureau par les cornes parce que vous regardez ce qui est mis sur le plan d'élaboration et ce que le conseil municipal a déposé. Je pense qu'on est vraiment correct. Et il faut pas... je pense qu'on est vraiment à la bonne place au bon moment. Et ça nous a été déjà confirmé énormément qu'on avait été proactif là-dessus. Et moi, je tiens ma garde là-dessus. Je pense qu'on est vraiment proactif et qu'on est vraiment à l'avant-garde de tout ça. Là. M. Morin. Monsieur le maire, il y avait une sous-question technique à cette question-là. Je vous en fais la lecture. Oui. Rappelons que les municipalités ont le pouvoir, en vertu du paragraphe 16 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter des règlements afin de régir ou prohiber tous les usages au sol, construction, ouvrages, compte tenu soit de la topographie du terrain, de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de protection de l'environnement. Plusieurs municipalités ont utilisé ce pouvoir pour protéger des territoires d'exception. Nous rappelons également qu'à notre connaissance, un règlement adopté en vertu de ce paragraphe n'est pas un règlement susceptible d'approbation référendaire. Bien, je peux te laisser répondre, Philippe, parce que je pense que tu as comme urbaniste dans ton autre vie, ou bref, tu es encore là. Hein? Tu peux répondre facilement, oui. La municipalité, elle a déjà des articles de règlement qui ont été adoptés en vertu du paragraphe 16, deuxième alinéa. C'est certain que là, je vais faire un commentaire technique, puis un commentaire par rapport à une différence entre une planification et une réglementation. Des planifications, là, si vous allez à la MRC ou dans d'autres municipalités, là, avec des belles intentions, il y en a beaucoup. Mais vous irez me chercher dans les 15 municipalités de la MRC de Matawini, les municipalités qui ont dans leur règlement de zonage, comme on a à Saint-Jean-de-Mata, des bandes de protection pour les milieux humides de 10, 15 et 20 mètres qui sont dans notre règlement actuel qui existe. Ça, c'est une réglementation que la plupart des municipalités dans la MRC de Matawini n'ont pas et qui n'est pas exigée en ce moment au document complémentaire du schéma d'aménagement de la MRC de Matawini qui sert aux municipalités à écrire les règlements. Il peut y avoir des PRMHH
vous pouvez en faire pendant des années. Là. Moi, j'ai été à la MRC pendant quelques années, puis on en fait des planifications régionales. Là. Mais quand on met un article dans un règlement comme ça, on l'a déjà les articles pour protéger les milieux humides à Saint-Jean-de-Mata. Donc, simplement dire qu'on fait déjà, ça existe déjà, ces dispositions-là. Et puis, le document du PRMHH est en cours d'élaboration. Et soyez sans crainte que le travail qu'on fait actuellement au Lac-Mont-d'Or va être inclus dans la collecte de données et qu'on va transmettre ça à la MRC. C'est évident qu'on ne gardera pas cette donnée-là et ces informations-là pour nous. Donc, voilà, M. le maire. Merci, M. Morin. On y va-tu avec les dernières questions, les 2-3 dernières questions, je crois? Il reste 3 questions, M. le maire. Oui, ben allez-y, M. Morin. On va y aller comme ça. La prochaine question, c'est M. Philippe Lenire. Pourquoi la question numéro 1 de M. Lenire, pourquoi la municipalité a-t-elle décidé de prendre cette mesure maintenant? Donc, règlement 502-78, modifiant le règlement de zonage 502, afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de touristes à vie de motion. Donc, quel est l'impact positif et négatif attendu pour les citoyens de cette modification au cours des 2 prochaines années? Allez-y, M. Morin, je pense que vous faites très bien ça. Il y a beaucoup de sujets qui sont en lien avec l'urbanisme de ce temps-là. Oui. Oui. Okay. En fait, lors de l'élaboration et de la définition des îlots déstructurés par la MRC de Matawini au début des années 2010, il y a eu 12 secteurs qui ont été identifiés à Saint-Jean-de-Mata comme étant des îlots déstructurés. Les îlots déstructurés, essentiellement, ce sont des îlots résidentiels qui ont été inclus lorsqu'il y a eu le décret de la zone agricole des années 80, donc en 84, 85 puis 87. Il y avait comme des petits îlots qui étaient en train de se construire. Puis là, après ça, les endroits étaient gelés. Donc, on peut retrouver toutes sortes d'usages à ces endroits-là, des usages résidentiels, commerciaux, toutes des choses qui étaient déjà exercées au moment du décret de la zone agricole. Donc, venir permettre l'usage de résidences de touristes dans ces endroits-là, ça vient le permettre un peu partout, ce qu'on l'autorise ailleurs sur le territoire, donc dans des secteurs ruraux ou quoi que ce soit. On n'est pas proche de milieux sensibles. On n'est pas dans des secteurs de villégiature, on est vraiment dans on n'est pas en secteur, on n'est pas non plus en zone agricole, on est dans des endroits qui sont plutôt déstructurés. Donc, c'est venir permettre ces usages-là à ces endroits-là parce qu'il y avait quand même quelques demandes. Mais ils sont assujettis aux autres normes que le Conseil a adoptées l'année passée, soit le 4000 mètres minimum, l'installation septique conforme, l'autorisation de tous les voisins. L'installation septique conforme, ça doit être approuvé par un technologue ou un ingénieur. L'autorisation de tous les voisins. La 4e, je ne m'en souviens jamais, vous me permettrez de me. Pour une fois que je peux vous aider, mon cher, c'est vraiment les marges latérales. Le respect de toutes les marges latérales. Donc, merci, M. le maire. Voilà pour la première question. La deuxième question. Dans la séance ordinaire du 6 décembre, on a adopté. En fait, là, c'était quel processus la municipalité a utilisé pour décider des zones à l'intérieur des lignes rouges sur cette image, sont les milieux humides à céder et que cela permettrait d'atteindre les objectifs de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. La municipalité demande-t-elle la cession des milieux humides et hydriques ou la municipalité ne demande-t-elle que la cession des milieux humides? Allez-y, Philippe. Merci, M. le maire. En fait, c'est à la fois des milieux humides et des milieux hydriques. Donc, c'est les milieux humides qui sont contigus au lac Mont-d'Or. Et du côté de la montagne, c'est un cours d'eau qui est identifié comme permanent, puis une portion de cours d'eau qui est identifiée comme intermittent, puis ça vient se coller parce que la municipalité est aussi propriétaire du lot plus loin. Donc, il y a une certaine logique, vous venez fermer le lot de cette façon-là. Donc, ça protège davantage que les milieux humides et hydriques. C'est bien. Et l'identification, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sera faite par un biologiste et un arpenteur mandaté par la municipalité. Donc, les limites ne sont pas définitives. Merci, M. Morin. Merci beaucoup. Il nous reste une question, je crois. Oui, il me reste une question de Mme Céline Tremblay. S'il vous plaît, veuillez préciser quel est le terrain pour lequel une dérogation a été accordée en 2009. Il n'y a pas eu de construction d'installation permanente sur les terrains voisins. Seulement un cabanon, ce qui était régulier. Pourquoi est-ce que vous ne tenez pas compte des résidents du chemin privé? On y marche, on y fait du ski de fond.
on y promène des enfants en traîneau. Plus il passera de véhicules, plus ce sera dangereux. Cela affecte beaucoup les résidents dans leur jouissance des lieux. Il y a préjudice. On devrait faire partie des considérants. La conformation intrinsèque du chemin implique nécessairement des limites. Pourquoi ne pas considérer la sécurité des résidents? Les lots trop petits achetés au début des années 2000 étaient déjà connus comme étant trop petits. L'achat a été fait en connaissance de cause. Pourquoi encourager le développement de terrains trop petits au bout d'un chemin privé? Certains résidents sont ici depuis les années 80. Pourquoi ne pas tenir compte de ceux qui ont entretenu ce chemin pendant des dizaines d'années plutôt que d'accorder une dérogation à quelqu'un qui est devenu propriétaire seulement en 2003? Comment mesurer les avantages et les préjudices seulement en profit pour les uns? Pourquoi ne pas considérer la sécurité pour la majorité qui a plus d'ancienneté? Bien, M. Morin, je pense que vous pouvez vraiment, mais moi, j'aurais le goût d'y aller à dire que vraiment cette dérogation mineure-là a été donnée conformément à ce qu'elle devrait être donnée avec toutes les informations qu'on a eues. Mais M. Morin, vous pouvez vraiment renchérir, je crois, là, parce qu'il y a vraiment des thèmes spécifiques à cette demande-là que je voudrais que vous précisiez. Oui, c'est un règlement, en fait, c'est une dérogation mineure au règlement de lotissement qui a été demandé et non au règlement de construction ou au règlement de zonage. En fait, on ne peut pas faire de dérogation au règlement de construction, mais seulement de zonage et de lotissement. C'est pour venir reconnaître en quelque sorte une situation existante. Donc, j'inviterais Madame qui a posé la question, Madame Tremblay, à communiquer avec Madame Leblanc, qui était présente lors des discussions du comité consultatif d'urbanisme ainsi que lors de la plénière du conseil municipal, évidemment, puis les raisons sont dans les considérants. Donc, voilà, M. le maire. Merci, M. Morin. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne vois pas. S'il y a des questions que les gens pourraient nous poser, on va en prendre quelques-unes. Il y a deux mains levées, M. Maire. Pardon? Il y a deux mains levées, M. Maire. OK. Ben, si on n'a pas les réponses, on va les écouter et puis on pourra les aider dans les prochaines journées, sans problème. La première main levée, c'est Mme, je crois, Geneviève Ducharme. Je vais lui donner la... Il y a Mme Sicuro aussi. En ordre, je ne sais pas là, lesquels étaient dans quel ordre, là, mais ceux que j'ai vu Mme Ducharme, M. Milot et Mme Sicuro. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là. Je suis désolé si ce n'est pas le bon. Je vais y aller avec Mme Ducharme, M. le maire. Oui, Mme Ducharme, on vous écoute. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, parfait. Alors, c'est Mme Duchesne, en fait. Alors, deux choses de mon côté. D'abord, des félicitations, puis une invitation. Je voulais simplement prendre quelques instants là, pour féliciter les élus pour votre élection. Alors, vous aurez à relever de nombreux défis au cours de votre mandat, puis vous avez le privilège d'occuper des fonctions qui permettront de faire véritablement une différence. Alors, dans le contexte de l'urgence climatique, nous aurons besoin de gens qui ont de la vision et du leadership. Alors, voilà pour ce point. Pour ce qui est de l'invitation, comme vous le constatez, il y a un groupe de citoyens là, qui ne ménagent pas ses efforts pour tenter de protéger les terres aux alentours du lac Mont-d'Or, qui sont des terres d'exception à haute valeur écologique. Et ce groupe a fait ses devoirs en récoltant de nombreuses informations auprès de nombreux spécialistes. Je pense par exemple à des experts dans le secteur immobilier. Là. Alors, on a à notre disposition de nombreux comparables qui nous permettent d'avoir une bonne idée de la valeur des terrains autour du lac Mont-d'Or, et ça en fonction de leurs différentes caractéristiques. Et on est aussi en contact avec un avocat spécialisé en droit municipal et en droit de l'environnement qui nous a partagé plusieurs informations là, sur les différents pouvoirs dont disposent désormais là, les municipalités et qui leur permettent d'agir efficacement pour protéger des terrains dont la valeur écologique est exceptionnelle et ce, sans devoir procéder à de l'expropriation. Et je me réjouis là, des propos tenus par M. Morin sur la volonté d'utiliser les pouvoirs actuels. On nous indique qu'ils ont déjà été utilisés et qu'on ne veut pas être à la remorque de ce que fait la MRC, attendre en fait de voir ce que va faire la MRC dans le futur et de plutôt utiliser les pouvoirs dont disposent déjà les municipalités
municipalité. On pense qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites par ailleurs. Et enfin, on est également en contact avec des biologistes qui ont eu l'occasion de se prononcer sur le caractère exceptionnel sur le plan écologique des terrains autour du lac Mont-d'Or, qui sont visés par le plan de lotissement dont on a discuté tout à l'heure. Alors, le caractère exceptionnel sur le plan écologique là, des terrains, ce n'est pas une vue de l'esprit de quelques citoyens habitant près du lac. Là. On parle d'experts qui travaillent pour des organisations sérieuses et reconnues, telles que l'Organisme des bassins versants de la zone Bayonne et de la Fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière. Alors, des inventaires fauniques et floristiques ont été réalisés par l'Organisme des bassins versants, qui attestent notamment de la présence d'espèces animales rares et ou en situation précaire. Et les terrains concernés figurent aussi comme prioritaires dans le cadre d'un vaste projet de connectivité écologique qui permet le déplacement d'espèces. Alors, connectivité écologique régionale en cours d'élaboration par la Fiducie de conservation des écosystèmes La Naudière. Alors, ça pour dire que nous serions très heureux d'avoir l'occasion de vous donner plus de détails et de partager avec vous les nombreuses connaissances acquises afin de contribuer à ce que les meilleures décisions soient prises pour la communauté. Évidemment, la communauté présente, mais la communauté future également. Alors, voilà en ce qui me concerne. Bien, merci. Merci, Mme Duchesne. Merci beaucoup de vos propos. Le deuxième intervenant, je m'excuse, Mme Duchesne, de vous avoir débaptisé. On a été voisins dans une autre vie. Monsieur Milot. Voilà. Monsieur Michel Milot. Oui. Bon, peut-être juste une précision parce que ça a été mentionné à quelques reprises. Là, vous ne saviez pas si vous vous adressiez à moi en tant que citoyen ou à moi en tant que président de l'Association du lac Mont-d'Or. Je pense que Mme Duchesne a quand même assez bien répondu à cette question-là. C'est vraiment un comité là, de citoyens que je représente dans un comité environnement au sein de l'Association de protection du lac Mont-d'Or. Et c'est la raison pour laquelle j'avais quand même envoyé mes questions de l'adresse courriel de l'association. Ça a posé, c'est toujours ça avec les fichiers attachés. Là, on ne sait plus exactement, là, on s'y perd. J'ai reçu 2 invitations. D'ailleurs, j'ai reçu une invitation à titre de citoyen, une invitation à titre de président de l'association pour la séance de ce soir. Donc, je voulais juste démêler ça. Là, donc, c'était bien à titre de représentant du comité environnement de l'association de protection du lac Mont-d'Or que j'agissais, ces questions-là. C'est des questions qu'on a travaillées là, à plusieurs, qu'on travaille là, depuis un certain nombre de mois. Puis on est très actifs là-dedans. J'avais une sous-question, en fait, qui était, pas une sous-question, c'est peut-être une question qui m'est venue là, à la suite de la réponse qui a été donnée. Je n'étais pas au courant. Effectivement, on aurait peut-être reformulé notre question différemment. Là. Je ne savais pas qu'effectivement, il y avait eu une compensation à l'époque, en 2012, lors du premier projet de lotissement, donc, qui avait été déposé. Donc, il y a une compensation monétaire qui a été faite ou c'était une compensation en terrain? Je voudrais juste avoir un peu plus de précision. Ça, je n'étais pas au courant. Effectivement, il y a une dénomination là, sur certaines cartes graphiques là, où on voyait un espace, une partie de l'eau qui était nommée parc comme tel, mais qui ne semblait pas être un parc au même titre que d'autres parcs qu'on retrouve là, autour du lac Mont-d'Or. Je vais juste avoir plus de précision. Monsieur Morin, je connais la réponse, mais allez-y, Monsieur Morin, je pense que vous êtes dans le dossier depuis plus longtemps que moi. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, là, c'est une compensation monétaire parce que lorsqu'il y a une compensation sous forme de terrain, elle prend effet immédiatement. Donc, ce n'est pas parce qu'un promoteur écrit parc à quelque part que ça devient automatiquement public. Ça peut être un parc seulement pour les résidents de cette rue-là ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas nécessairement un terrain public. Donc, dans ce cas-là, ce n'était pas nécessairement un terrain public, c'était peut-être un terrain où il y aurait eu des servitudes de passage sur les propriétaires à proximité. J'ai terminé, Monsieur le maire. C'est bien. Monsieur Milot, aviez-vous d'autres questions? Ça m'a l'air de terminer pour M. Milot. Son micro est fermé.
On y va-tu avec Madame Louise? Madame Louise Sicuro. Madame Louise, je viens de vous donner le droit du micro. On ne vous entend pas, puis votre écran est gelé, Madame Sicuro. Nouveau conseil. Oh. Madame Sicuro. Vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend mieux, mais c'est quand même. Bon. Désolée, c'est les aléas de l'Internet dans les montagnes du chemin Burns à Saint-Jean-de-Mata. M'entendez-vous? Oui, on vous entend un peu mieux, oui. OK. Je vais enlever la vidéo, ça aide. Bon, ma question, en fait, ce que je voulais vous demander, j'ai regardé le budget. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la culture, du patrimoine et tout ça, ça m'intéresse évidemment. Et j'ai vu que dans la liste des dépenses au niveau patrimonial, il y avait 0 $ comparativement à l'an dernier, où c'était 160 000 $. Mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui a été enlevé ou pas. Alors, j'avais une question, si vous pouvez me répondre là-dessus, s'il vous plaît. Je pense que ça, Philippe, on avait regardé, on avait remis un point dans culture et avec Isabelle l'autre jour, là, il y avait un point de culture, mais tu peux répondre, Philippe, parce que je pense que tu connais les chiffres, mais moi, je pense qu'en culture, on aura fait un peu le plan de dépenses et il manquait le point culture et loisirs, je ne l'ai pas devant moi, là, j'aurais aimé lui répondre tout de suite parce qu'on l'avait, je ne l'ai pas, je le trouverai en voulant le chercher, mais je pense qu'on pourrait se reparler, Mme Sicuro, parce que vraiment, on a vraiment les explications là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que dans le niveau de dépenses, dans les niveaux de dépenses, on avait oublié ce point-là. Et vraiment, les sommes avaient été mises dans d'autres points. Donc là, ils ont été rapatriés là. J'aurais aimé pouvoir vous donner les sommes exactes au niveau du budget. Les sous avaient déjà été mis en culture et loisirs, là, mais avaient été mal disproportionné, là, mais bref, je ne peux pas vous les donner. Mal affecté. OK, moi, en fait, oui, M. Morin? Monsieur le maire, est-ce que vous permettez? Oh oui, M. Morin. En fait, là, la réponse, c'est que c'est activité culturelle. Il y avait environ 63 000 $ qui avaient été budgétés. On avait validé le montant ce matin. C'est un problème de titre parce que c'était mal ventilé. C'est tout simplement ça, mais l'argent a été mis. Puis j'ajouterais à ça le patrimoine. Évidemment, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars qui vont être mis en investissement dans le presbytère cette année. Donc, c'est plusieurs. Ça, c'est pas compté parce que c'est des immobilisations. Ce n'est pas dans le budget courant, mais c'est un investissement important dans un bâtiment patrimonial, sinon le bâtiment patrimonial à Saint-Jean-de-Mata. OK, d'accord. Merci. Oui, merci. En fait, ici, je suis toujours disponible là, si vous avez besoin, mais ça m'explique un peu là, que les affectations ne sont pas claires dans le budget, là, en tout cas pas pour moi, en tout cas, c'est certainement. Mais évidemment, avec l'idée de faire une politique culturelle, là, je ne sais pas où vous en êtes à ce moment-ci, mais c'est une excellente démarche que, évidemment, j'appuie sans réserve. Et puis, si je peux contribuer, ça me fera plaisir de vous aider là-dedans. Bien, on en prend bonne note, Mme Sicuro. Et puis, si vous voulez qu'on vous envoie la dernière version, vous n'avez qu'à nous l'écrire et puis ça nous fera plaisir de vous envoyer la dernière version là, des dépenses. En fait, les sommes étaient correctes, mais c'était des appellations qui étaient différentes. Là. Mais ça nous fera plaisir de vous le renvoyer. Là. Mais merci beaucoup de votre compréhension. D'accord, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Morin, est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne vous attend pas, M. Morin. On ne vous entend pas. Il n'y a pas d'autres mains levées, M. le maire. OK.
Bon, on va y aller avec... est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la proposition pour le lever de l'Assemblée? Oui, Monsieur le maire, je propose la levée de la séance. Merci beaucoup. Bien, là-dessus, je vous dis une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.